Aujourd'hui, le piège s'est refermé et un certain nombre d'unités ukrainiennes se retrouvent prisonnières. C'est un cas qu'on n'a pas vu depuis Mariupol. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui, je suis avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis. Bonjour Élie. Alors Régis, on parle beaucoup de la ville de Pokrovsk dans le Donbass en ce moment. Quel est le point sur la situation? Alors on en parle surtout depuis une semaine puisque l'offensive russe a, on va dire, bloqué. On ne sait pas exactement combien de soldats dans une poche, en fait, qui est composée par les deux villes que sont Pokrovsk et sa jumelle Mirnograd, juste à côté. Et depuis une semaine, disons que les Russes étaient en passe d'encercler complètement ces deux agglomérations. Et ce qui s'est passé hier, c'est que ces deux agglomérations ont été effectivement encerclées et qu'à l'heure où nous parlons, la garnison ukrainienne qui se battait dans ces deux villes, surtout à Mirnograd, puisque Pokrovsk a été à peu près entièrement conquis par les Russes, même s'il reste encore au nord et au nord-ouest des positions ukrainiennes. Mais globalement, aujourd'hui, le piège s'est refermé. Et un certain nombre d'unités ukrainiennes se retrouvent prisonnières. C'est un cas qu'on n'a pas vu depuis Mariupol. Vous vous souvenez au début de la guerre, dans les mois de avril-mai 2022, où la ville de Mariupol avait été conquise par les Russes et le baroud d'honneur, en fait la dernière garnison ukrainienne, en particulier le bataillon Azov, s'était réfugié dans les sous-sols d'une usine, Azovstal, dans laquelle ils sont restés avant finalement de se rendre. Les conditions dans lesquelles les Ukrainiens sont dans cette ville assiégée sont très très précaires. Il n'y a plus de possibilité de ravitaillement. Sauf avec des drones, et encore, c'est très compliqué parce que les Russes saturent complètement la zone et maintiennent la pression, c'est-à-dire en fait tous les extérieurs sont contrôlés, en particulier par une unité de drones redoutable russe qui utilise des drones filaires qui s'appelle Rubicon, qui est une qui s'est déjà illustrée à Koursk l'hiver dernier, avec réelle efficacité en coupant à Koursk, à l'époque, les lignes de ravitaillement des Ukrainiens. Et c'est eux qui ont contribué à la réduction de ce qu'on a appelé à l'époque le saillant de Soudja. Et là, on les retrouve à la manœuvre à nouveau. Les Ukrainiens en sont parfaitement conscients. D'ailleurs, le renseignement militaire ukrainien, le fameux GUR de Kirilo Budanov, a pratiqué une frappe sur l'arrière du front, dans la zone d'Avdivka, où se serait trouvé le PC de cette unité Rubicon, de façon à essayer de l'amoindrir. Mais en tout cas, c'est très difficile à faire parce que la plupart des éléments actifs sont sur le front actuellement. Donc, taper l'arrière, effectivement, taper la base de l'unité, effectivement, ça peut permettre de détruire un certain nombre de drones, mais ça ne va pas détruire ceux qui sont déjà sur le front. Et actuellement, dans la bataille de Pokrovsk, ils ont eu une importance considérable. Et donc aujourd'hui, l'étau est resserré. Ce qu'on peut poser comme question, c'est de se dire pourquoi les Ukrainiens n'ont pas ordonné le repli de leurs hommes, ce qu'ils avaient fait à Avdivka, ce qu'ils avaient fait à Vuhledar, laissant ouvert un corridor permettant à leurs hommes de partir. Il y a plusieurs explications, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, pour le point de la situation, la poche est complètement refermée. Et donc pourquoi les Ukrainiens seraient laissés encercler? Voilà, alors pourquoi ils se sont laissés encercler? C'est parce que c'est pour des raisons plus politiques que militaires. L'idée n'étant finalement que aujourd'hui, côté ukrainien, on essaye de gagner du temps.
Le temps est une valeur importante et gagner du temps dans une guerre est souvent une donne importante. Pourquoi? C'est pour maintenir l'idée vis-à-vis notamment de l'allié américain et de Donald Trump que l'Ukraine peut toujours tenir son front. C'est-à-dire qu'on va jusqu'aux dernières limites, et là, visiblement, on les a dépassées, pour montrer à Trump que l'Ukraine est toujours au combat, elle est toujours active, ce qui est vrai, mais que les difficultés, on va dire, ne sont pas si importantes que ça, et que l'Ukraine peut toujours gagner. On est toujours dans cette idée que l'Ukraine est dans une dynamique de victoire. Cette idée, elle est de moins en moins partagée par les Ukrainiens. Je cite un sondage, le dernier sondage Gallup auprès de la population. 69% des Ukrainiens aujourd'hui souhaitent que la guerre s'arrête le plus rapidement possible et qu'on entre dans des négociations. Ce qui n'est pas le cas, hélas, de pas mal de personnages autour de Zelensky et de Zelensky lui-même. Je pense en particulier à Andrei Yermak, qui est son conseiller principal, conseiller international, chef du protocole de la présidence Zelensky, et qui contrôle tout. Et lui, des gens comme Budanov et autres, sont toujours des jusque-boutistes, prêts finalement toujours à alimenter cette guerre, exigeant à l'Occident de fournir des armes, de fournir de l'argent pour pouvoir continuer le combat. Évidemment, la valeur humaine, la variable humaine dans cette histoire est un peu sacrifiée et les troupes, là, se retrouvent dans une situation extrêmement périlleuse à cause à la fois de cette politique jusque-boutiste et également du fait qu'il faut impressionner Trump pour le garder du côté de l'Ukraine, pour pas qu'il change d'avis et qu'il aille finalement satisfaire les desiderata de Poutine et qu'il le laisse finalement, in fine, continuer et peut-être terminer sa guerre. Et sur le terrain, quelle est l'importance de la ville de Pokrovsk pour les Russes? Alors, vous entendrez, comme c'est à chaque fois une sorte de petite musique, comme quoi ça n'a aucune importance stratégique. Ça, c'est un grand classique. On l'a entendu sur Advivka à l'époque, on l'a entendu sur Bakhmout, on l'a entendu sur Vuhledar également, qui sont des places fortes qui sont tombées les unes après les autres. C'est une manière d'expliquer que il n'y a pas vraiment d'impact. Il faut rappeler qu'historiquement, ni Verdun ni Stalingrad n'avaient d'importance stratégique non plus. Pourtant, c'est dans ces deux villes que se sont jouées la guerre, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Là, pour le coup, je ne dis pas que la guerre en Ukraine va se jouer à Pokrovsk. On est dans un scénario à la Bakhmout avec quand même quelques nuances. Encerclement, donc probablement, on va dire... peut-être un deal aussi qui va être fait pour, comme à Mariupol, donc il va y avoir des enchères qui vont être faites pour cette garnison encerclée. Comment les Russes vont-ils accepter de la rendre aux Ukrainiens, comme ils l'avaient fait avec les principales têtes d'Azov qui étaient partis, qui s'étaient exilés en Turquie à l'époque, qui ensuite sont revenus en Ukraine. Est-ce que les Russes vont laisser faire ça, ou est-ce qu'ils vont les faire prisonniers tout simplement? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont s'en servir comme monnaie d'échange pour autre chose? Est-ce que Donald Trump va entrer dans la danse? On se souvient qu'il y avait eu un risque d'encerclement à l'époque à Soudzha, en août l'année dernière. Et au moment de la chute de Soudzha, Donald Trump était intervenu pour demander personnellement à Vladimir Poutine d'épargner les soldats ukrainiens, de ne pas les tuer. Finalement, il n'y avait pas eu d'encerclement. Mais on sait que Trump est très sourcilleux des vies humaines. C'est vraiment une de ses lignes directrices constantes. Il ne veut pas que des jeunes hommes meurent. C'est pour ça, en particulier, qu'il veut arrêter la guerre en Ukraine, qui est une guerre très très meurtrière. Ensuite, l'importance de Pokrovsk, elle est qu'on fixe sur le front des bonnes unités ukrainiennes au détriment d'autres parties du front. En ce moment, donc les unités ukrainiennes sont en train de reconstituer des lignes de défense après Pokrovsk.
il y a sur place, dans la zone de Dobropila, le bataillon Azov, à qui Zelensky a rendu visite. Il a remis des médailles à un certain nombre de ses membres. Le bataillon Azov est dans ce secteur, et il y a beaucoup d'unités très combatives qui sont là pour finalement faire que les Russes ne pénètrent pas au-delà de Pokrovsk. Les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive à Kupiansk, qui est aussi une ville où la garnison est en passe d'être encerclée, avec, on va dire, un succès mitigé, mais en tout cas, ils ont repris un certain nombre de bâtiments. Là aussi, il y a eu beaucoup de pertes en matériel. Des unités de drones russes sont aussi à la manœuvre. Et ce qui s'est passé, c'est que sur certaines autres parties du front, en particulier dans l'oblast de Zaporijjia au sud, les Russes, profitant sans doute du fait que les bonnes unités sont monopolisées pour les batailles de Kupiansk et de Pokrovsk, on va dire le reste du front est un peu fragilisé. Et hier, les Russes ont profité pour faire une incursion dans la zone de Ouliaïpol, dans l'oblast de Zaporijjia, c'est-à-dire que le front de Zaporijjia, qui est le front sud, qui est le moins actif, on va dire, des trois fronts, hein, les Russes ont à nouveau avancé de 6-7 km, et également ils ont avancé à Vovchansk, qui se trouve au nord, dans l'oblast de Kharkov cette fois, qui est une ville disputée depuis très longtemps, depuis plus d'1 an et demi. Là, les Russes sont enfin arrivés dans la partie sud de la ville, et avec des risques qu'ils la conquièrent. Donc peut-être une percée vers Ouliaïpol. S'ils conquièrent cette ville, ça sera effectivement une avancée significative. Et là, les Ukrainiens n'auront clairement pas la force de frappe pour ramener des unités, puisque leurs unités d'élite, entre guillemets, sont dispersées et sont je dirais, attachées à défendre un certain nombre de points. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne peuvent plus se permettre, dès qu'ils dégarnisent un front quelque part, les Russes en profitent. Et on va voir comment les choses vont évoluer, mais je pense que la tension va se cristalliser dans les semaines qui viennent sur le sort de la garnison ukrainienne et des unités prisonnières dans la NAS à Mirnograd. Comment cette poche va-t-elle être réduite, et quelles vont être les négociations, comment ça va se passer. Ça va, à mon avis, être dans l'actualité dans les prochains jours, avec peut-être une réduction définitive et une prise complète de ces deux villes par les Russes, qui semblent, in fine, inéluctables. Et justement, Régis, dans les prochaines semaines, l'hiver va arriver sur le terrain. Est-ce que ça va changer quelque chose ? On sait que traditionnellement, on parle souvent d'offensive du printemps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant l'hiver, il y a une forme de temporisation des activités militaires, même si pour être allé en Ukraine en hiver plusieurs fois, il y a aussi des offensives. La vraie question qui se pose en Ukraine, c'est toujours ce rapport à la saison de la boue. La fameuse Rasputitsa, une saison où il y a des pluies, qui est en général en automne, et comme la terre ukrainienne est très riche, il est extrêmement difficile de manœuvrer, y compris avec des blindés pendant ces périodes-là. Et sur l'hiver, moi je l'ai déjà vécu ça, le radoucissement certains jours ne permet plus d'avancer. Au contraire, le gel le lendemain peut permettre à des blindés d'avancer à nouveau. C'est, à l'initiative des commandants locaux qui essayent justement d'utiliser le temps à leur avantage. On sait aussi que quand il fait mauvais, c'est plus difficile de faire naviguer des drones. La visibilité est moindre, et donc on va dire les blindés reprennent un peu le dessus. Quand il fait beau, c'est très difficile de faire circuler des blindés ou des véhicules blindés de tout type, parce qu'ils sont beaucoup plus repérables. Donc voilà, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte, mais il est clair que pendant la période hivernale, on connaît une sorte pas de trêve, mais de ralentissement, on va dire, des activités militaires. Et en général, on se prépare pour une offensive ou une contre-offensive qui a lieu le printemps suivant. Merci beaucoup, Régis. Merci, Elie. Et merci à tous de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et on vous dit à très bientôt sur notre chaîne YouTube.